Bonjour à vous tous les enfants. Aujourd'hui, nous devrions terminer notre chapitre sur la proportionnalité. Nous commençons donc par l'exercice 26 que vous aviez à finir à faire à la maison pour aujourd'hui. On va vérifier tout ça. On va le corriger. Alors, dans une utérie, on utilise 19,6 litres de lait pour fabriquer 3,5 kg de fromage. Construit un tableau de proportionnalité et répond par une phrase aux questions posées. Bon, déjà, on va construire ce tableau de proportionnalité. Quelles sont les deux grandeurs dont on parle ici? Les grandeurs sont évidemment la quantité de lait, d'accord, le lait, en litres également, également, et le fromage en kilogrammes. Alors, qu'est-ce qu'on connaît ici? On sait que pour 19,6 litres de lait, on obtient 3,5 kg de fromage. Voilà, pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a dans ce tableau de proportionnalité. Alors, première question. Quelle est la quantité de lait nécessaire pour la fabrication de 5 kg de fromage? Donc, ça veut dire que je vais dans la question A, je vais remplir la colonne ici avec un 5 pour le kilogramme de fromage. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est comment je passe de 5 à la ligne du dessus. Donc, comment est-ce que je fais ce passage de là à là? Par quoi est-ce que je multiplie? D'accord? Qui est une manière de faire. Alors, donc je vais y réfléchir à ça. Je vais faire ça, écrire en bas à droite, j'effacerai après. Ce 5, non, pas ce 5. Pour passer de la deuxième ligne à la première ligne, j'ai évidemment la première colonne que je connais entièrement. Celle qui m'a permis de dire que pour faire 3,5 kg de fromage, il m'a fallu 19,6 litres de lait. Donc je fais 3,5 lorsqu'il est multiplié par quelque chose, ça me donne 19,6. C'est ce quelque chose, c'est 19,6 sur 3,5. Toujours pareil, la définition de la fraction, de la division en fait. Le nombre qui est multiplié par 3,5 donne 19,6. Donc c'est ce nombre-là qui m'intéresse. Je vais donc voir si je peux le calculer facilement. Alors je prends une calculatrice. 19,6 sur 3,5. Ah, 5,6. C'est facile. On tombe sur un nombre décimal, parfait. On aurait pu tomber sur un nombre plus compliqué, un nombre particulier qui ne devrait pas être décimal, ça aurait compliqué les choses. Mais là, ça tombe bien, 5,6. Donc forcément, pour connaître la quantité de lait qu'il va me falloir pour obtenir 5 kg de fromage, je vais tout simplement récupérer la calculatrice et faire 5 multiplié par 5,6. Ça va me faire 28. Voilà, il me faut donc 28 litres de lait pour obtenir 5 kg de fromage. D'accord? Bien. Maintenant, quelle quantité de fromage peut-on fabriquer avec 70 litres de lait? Là, effectivement, c'est différent. C'est 70 qui est là. Le 70 est ici en quantité de lait. Alors là, je pourrais bien évidemment chercher à nouveau par quoi multiplier 70 pour obtenir, ce que je cherche. Et donc, je vais chercher ici par quoi multiplier 19,6 pour... du coup, il est passé en gomme. Par quoi multiplier 19,6 pour obtenir 3,5? On peut faire ça. Mais néanmoins, vu qu'on a trouvé tout à l'heure qu'il suffisait de multiplier par 5,9 pour passer de la deuxième à la première ligne, il va de soi qu'on va faire l'opération inverse, passer de la première à la deuxième, en divisant par 5,6. Donc pas la peine de chercher un nouveau nombre. Je l'ai déjà, je change juste l'opération. Je passe par la division. Ainsi, ce 70, il va me suffire de le diviser par 5,6 et je vais trouver 12,5. 12,5 avec 70 litres de lait, je vais pouvoir faire 12,5 kg de... ça, j'enlève ça parce que ça va m'embêter. 12,5 kg de fromage. Bon, il fallait répondre par une phrase quand même, donc je vais quand même répondre par une phrase. Quelle est la quantité de lait nécessaire pour la fabrication de 5 kg de fromage? Il me faut 28 litres de lait pour fabriquer 5 kg
de fromage. Et pour la deuxième phrase, avec 70 litres de lait, on peut fabriquer 12,5 kg 12,5 kg de fromage. Voilà, donc deux phrases. Il y a d'autres phrases possibles, hein, évidemment. Il y a d'autres phrases possibles pour arriver à dire la même chose. Très bien. Allez, exercice 27 maintenant. À moto. À moto. Alors à moto, qu'est-ce qu'on a à moto? Une moto consomme en moyenne 4 litres de carburant pour faire 100 km. Quelle est la consommation de cette moto pour faire 350 km? Alors, ce qui est très important dans la phrase qui est donnée, c'est le mot en moyenne. En moyenne. Ça veut dire quoi en moyenne? Ça veut dire qu'on considère que tout se passe comme si la moto consommait toujours 4 litres de carburant pour faire 100 km. Et même dans les petites parties, c'est-à-dire que pour 10 km, elle va faire 10 fois moins, 0,4. Ce qui évidemment est faux dans la pratique. Dans la pratique, évidemment, parfois, lorsqu'elle va aller vite, par exemple, lorsque ça va dans un embouteillage, la moto va consommer bien plus que lorsqu'elle va aller doucement. D'accord? Donc le terme ici, donc ça veut dire que la quantité d'essence consommée n'est pas la même au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des kilomètres. Donc on n'est pas dans une situation de proportionnalité. Pas du tout. Alors pour revenir à une situation de proportionnalité, eh bien, on s'intéresse non pas à la consommation réelle, je dirais seconde par seconde, mais à la consommation moyenne. On lisse tout, on dit voilà, sur 100 km, ça fait 4 litres et c'est proportionnel, parce qu'on dit le mot en moyenne. D'accord? C'est très, très, très utile et très efficace pour des tas d'utilisations. Mais il faut le savoir, ce n'est qu'une moyenne. Alors, la consommation, la moto donc consomme 4 litres de carburant en moyenne pour faire 100 km. Donc, j'obtiens un tableau ici de proportionnalité, parce que c'est en moyenne, donc c'est bien un tableau de proportionnalité, où j'ai ici la consommation en litres, et j'ai ici la distance parcourue en kilomètres. Lorsque je fais 100 km, eh bien, j'ai une consommation de 4 litres. D'accord? Allez, je vous laisse continuer pour finir cet exercice. Allez, vous mettez en pause, on se retrouve après. Alors, j'imagine que maintenant vous avez réussi à faire ça sans trop de difficulté. Vous avez donc, question petit a, quelle est la consommation de cette moto pour 350 km? Alors, donc 350 km, ici, d'accord? Alors, comment, je vais faire ici, voilà. Je vais faire une case vide ici que je me servirai plus tard. On verra pourquoi après j'ai voulu la faire. Donc ma colonne qui n'est pas vide, donc ici la 350, comment est-ce que je vais la remplir? Il y a plein de manières différentes évidemment. Comment est-ce qu'on passe de 4 à 100? D'accord? Comment est-ce qu'on passe de 4 à 100? Tout simplement en multipliant par 25. Tout simplement. Donc forcément, si je veux passer dans l'autre sens, il va falloir que je divise par 25. Du coup, j'obtiens, prends la calculatrice, 350 divisé par 25, ça va me faire 14. Donc pour faire 350 km, la moto va consommer 14 litres d'essence. D'accord? Mais on peut faire différemment. On peut dire aussi 350, c'est 3,5 fois plus que 100. 100 fois 3,5, ça fait 350. Évidemment. D'accord? Et c'est ça l'avantage d'aller à 100, parce que 100, ça permet de faire des choses faciles. Il est facile de passer de 100 à 350. Et donc, ça veut dire que ce 4 va lui aussi être multiplié par 3,5. Est-ce que ça marche? On va essayer. Calculatrice, s'il vous plaît. 4 multiplié par 3,5, ça fait aussi 14. Vous voyez, donc, il y a donc une autre manière pour trouver ce 14. Les deux sont valables, les deux, je dirais même, sont aussi bonnes l'une que l'autre. Attention, il n'y a pas de meilleur que d'autres. Mais les deux existent. Sachez que vous aviez le choix.
Ensuite, question B. Avec 9 litres de carburant, quelle distance peut-elle parcourir en moyenne? Donc là, on va remplir 9 litres de carburant. Donc c'est le 9 est ici. Et on cherche ce qui est en bas. Là, c'est facile. Hein, on va simplement faire 9 multiplié par 25. Puisqu'on a trouvé le 25. On fait 9 multiplié par 25. Et on trouve 225. Voilà. Avec 9 litres de carburant, la moto va pouvoir faire 225 km. Mais là encore, on pouvait faire différemment. Regardez, puisque je sais que pour 4 litres, elle fait 100 km. Eh bien, je peux faire le retour à l'unité, comme on avait fait une fois. Donc, je vais prendre du vert, par exemple. Donc, c'est-à-dire, pour revenir à l'unité, voilà pourquoi j'avais laissé une case ici. Je peux ici diviser par 4. D'accord? Donc, ça veut dire que pour l'unité, je divise par 4 aussi. J'arrive à 100 divisé par 4, ça fait 25. Là encore, on voit qu'on retrouve ce 25 qui est là et là, hein, évidemment. Ce sera à chaque fois la même chose. Et comment est-ce qu'on passe de 1 jusqu'à 9? Eh bien, tout simplement en multipliant par 9, évidemment. Donc, le 25 va lui aussi être multiplié par 9 pour trouver 225. 9 fois 25, je retrouve évidemment 225. De toute façon, en réalité, j'ai fait le même calcul. Et 2 fois, j'ai fait 9 fois 25. Mais une fois, j'ai fait, je dirais, 9 fois 25 orange. 9 fois 25, orange donc. Et une fois, j'ai fait 9 fois 25, mais 9 plutôt le 9, plutôt celui-ci, 9 fois 25 vert. C'est le même calcul, c'est le même résultat, c'est pas exactement la même philosophie. Mais dans tous les cas, évidemment, on trouve les 225 kilomètres de parcouru par la moto. Voilà. Donc là encore, attention, il ne faut pas dans notre travail faire toutes les possibilités. Hein. On n'en fait qu'une seule. Si vous avez fait la version orange, par exemple, x 25 divisé par 25, c'est tout. On ne fait que ça. Vous ne faites pas toutes les manières possibles, évidemment. Allez, le 30 maintenant. Vous allez essayer de le faire. Le 64, on verra après. Le 30, vous essayez de le faire. Pareil, vous mettez en pause et vous faites tout le problème. Et après, on se retrouve après pour la correction. Exercice 30, donc vous l'avez fait, j'imagine. Sinon, vous n'êtes pas sérieux. Et je ne suis pas content. Un robinet permet de remplir 8 seaux de 10 litres en 3 minutes. Donc là encore, on voit on va avoir un tableau de proportionnalité. Bon, on imagine évidemment, ce n'est pas réellement précisé, donc maintenant qu'on imagine qu'on met le robinet à une ouverture et il tombe toujours la même quantité d'eau. Évidemment, c'est pas pendant un petit peu de temps, on ouvre un peu le robinet, puis après on va ouvrir à fond, puis après on va baisser le robinet. Non, on l'ouvre tout le temps de la même manière, et puis l'eau tombe de manière uniforme. Il n'y a pas de problème, donc on est bien en situation de proportionnalité. Alors donc on a quoi ici? On a du temps qui est pris en minutes en général, puisqu'on parle de 3 minutes, et après on a un volume d'eau qui est en litres. D'accord, même pas marqué volume, que volume, on pense plutôt à mètre cube. On va prendre de l'eau, voilà, en litres. D'accord? Alors, que dit l'énoncé? L'énoncé dit que le robinet permet de remplir 8 seaux de 10 litres. 8 seaux de 10 litres, ça fait combien de litres? Ça fait 80 litres. D'accord? 80 litres en combien de temps? En 3 minutes. Donc 3 minutes ont permis de remplir 80 litres, d'obtenir 80 litres d'eau. Ma question est quel est le temps nécessaire pour remplir un réservoir de 480 litres? Donc 480 litres, c'est donc forcément ici. D'accord? Alors comment est-ce qu'on va faire? Alors on peut évidemment, pareil, faire je dirais, la technique orange, essayer de voir comment est-ce qu'on passe de 3 jusqu'à 80. Bon là, c'est pas aussi simple tout à l'heure, c'est pas x 25. Donc il faut trouver le nombre par 3 multiplié par combien pour obtenir 80. Ce nombre, ce sera donc forcément 80 sur 3. Bon, donc je vais poser la division pour voir combien ça fait. 80 sur 3, 80 divisé par 3. Oh là, ça y est. On tombe sur un nombre qui n'est pas un nombre décimal. Donc ça va être bien plus compliqué. Alors, on a plusieurs possibilités ici, dans ces conditions. La plus simple sera d'essayer de faire ce qu'on a fait tout à l'heure dans les techniques violettes ou vertes. Et effectivement, regardez.
comment est-ce que je passe de 80 à 480? Là, c'est facile. Je multiplie par 6. Et oui, 6 fois 8, 48, avec le 0 de plus, 480. Donc, ça veut dire que le 3 que je vais avoir ici, je vais également le multiplier par 6. Et 3 fois 6, ça me fait 18, tout simplement. Et donc, je sais qu'il me faudra 18 minutes pour obtenir 480 litres d'eau. Et je n'ai pas eu besoin de ce nombre-là, qui était un peu compliqué, puisque ce n'est pas un nombre décimal. D'accord? Alors, est-ce qu'on peut continuer comme ça? Quelle est la quantité d'eau écoulée en 15 minutes? Là, j'ai 15 minutes. Est-ce que je peux faire pareil? Ben oui, regardez. Je vais passer aller en bleu. En bleu, comment est-ce que je passe de 3 à 15? Ben, en multipliant par 5. Donc, je vais également passer de 80 à ceci en multipliant par 5. Alors, ça fait combien 80 fois 5? 80 fois 5, ça fait simplement 400. Donc, 400 litres d'eau auront été écoulés, se sont écoulés en 15 minutes. D'accord? Alors, si par mégarde, on laisse ce robinet ouvert pendant 2 heures. 2 heures, attention, je dois donc écrire 2 heures dans le tableau. Forcément, c'est un temps, donc c'est dans la première ligne. Mais attention, 2 heures. Ma colonne, ma ligne plutôt, elle est faite en minutes. Donc ces 2 heures, il faut que je les mette d'abord en minutes. 2 heures, ça fait 120 minutes. Très bien. D'accord? Alors comment est-ce qu'on passe de 3 à 120? Je vais passer en vert ce coup-ci, parce que ce sera le même problème ici. Hein. Comment est-ce que je passe de 3 à 120? Pas toujours évident. Si, ça va, c'est pas tant compliqué. Puisque 3 fois 4, ça fait 12. Donc forcément, c'est en faisant x 40 que je vais trouver 120. Effectivement. D'accord? Alors, je passe ici pour avoir un peu plus de place. Donc, je vais donc multiplier ce 80 par 40. D'accord? Et ça me fait donc combien? 80 fois 40, 3200. Donc, j'obtiens ici 3200. Si j'oublie ce robinet et que je laisse couler pendant 2 heures, ça me fait 3200 litres d'eau qui seront écoulés. C'est énorme. D'accord? On pouvait encore faire plus simple. Regardez, je cherche encore une couleur que je n'ai pas utilisée, le rouge que je n'ai pas utilisé. On avait à la question B utilisé 15 minutes. 15 minutes, c'est ce qu'on appelle un quart d'heure. D'accord? Dans un quart d'heure, ça veut dire que pour faire 1 heure, il faut 4 quarts d'heure. Donc pour faire 2 heures, il faut forcément 8 quarts d'heure. Ça veut donc dire qu'en réalité, il était assez évident de voir qu'ici, on passait de 15 à 120 en multipliant par 8. Du coup, on passe également de 400 à ce nombre-là en multipliant par 8. Et effectivement, 400 fois 8, ça fait bien 3200. Donc, c'est une autre manière de trouver ce 3200. Et vous avez vu, dans tous les cas ici, on n'a pas eu besoin de trouver le nombre qu'on avait ici. Il ne nous plaisait pas trop ce nombre-là, parce que ce n'était pas un nombre décimal. Il n'allait pas être simple à utiliser. Donc, on a préféré chercher d'autres manières d'y arriver. D'accord? Allez, continuons les enfants avec le dernier exercice. C'est le 64 qui utilise un tableur. Maryse entre dans un magasin et voit la pancarte ci-dessous. Solde de 35% sur tout le territoire. Dans un tableur, construit un tableau qui permettra de déterminer le montant de la réduction en caisse. Pour une paire de chaussures dont le prix affiché est 100 €, ce sera ici, dans la colonne B. Pour une chemise dont le prix est 55 €, ce sera ici, dans la colonne C. Pour une écharpe coûtant 27 €, ce sera ici, dans la colonne D. Et pour un pantalon de 70,80 € qu'on retrouvera ici, dans la case E. Dans la colonne E plutôt. D'accord? Alors, le tableur, vous savez sans doute que vous en avez un dans votre tablette, c'est LibreOffice Calc. Si vous savez ne serait-ce qu'ouvrir le moindre traitement de texte en appuyant ici, vous avez classeur. Donc vous appuyez sur classeur, vous obtenez un nouveau document, un nouveau document classeur, un nouveau document tableur. C'est la même chose. D'accord? Ici, en bas à droite, vous avez vu ici, c'est le zoom. À la base, il est comme ceci. Je l'ai mis au maximum, 400%.
pour que tout le monde voit bien les choses. On voit ici les colonnes, la colonne A, la colonne B, la colonne C, la colonne D, la colonne E, et ici les lignes, ligne 1, ligne 2, ligne 3. Alors, revenons ici. Le nombre 100 qui est là se trouve dans une case. On dit que ça s'appelle une cellule. Quel est le nom de cette cellule? Cette cellule s'appelle B1. Pourquoi B1? Parce qu'elle est sur la colonne B et sur la ligne 1, tout simplement. Comme quand vous faites un jeu de bataille navale. Seulement, il faut bien penser à une chose, c'est qu'on met la lettre en premier. Voilà, c'est B1 et non pas 1B, c'est B1. D'accord? Bien. Alors, calculons un peu ceci. Intéressons-nous à notre paire de chaussures à 100 euros. Ça coûte cher quand même. Alors, regardons. La remise en euros, elle va être de combien la remise? Faisons le calcul comme si on n'était pas dans un tableur. Donc, la remise, c'est quoi? C'est 35% du prix. C'est-à-dire 35 sur 100 multiplié par le prix, c'est-à-dire 100. D'accord? Ce serait 35 sur 100 fois 55 si je m'intéressais. Oh, il a bloqué là. Si je m'intéressais à la chemise, etc. D'accord? Donc ça veut dire que ce qui va changer à chaque fois, c'est ceci. C'est le prix en fait. Dans mon cas à moi, dans mon cas de ma réduction, mon prix c'est 100, très bien. Mais ça ne m'intéresse pas dans un tableur de marqué 100. Où est-ce que je le trouve ce 100? Ce 100, je le trouve dans la case, dans la cellule B1. D'accord? Et donc, à la place de dire que c'est 100, je vais écrire B1. 35 sur 100 fois B1. Voilà ce que je vais écrire dans le tableur. Pour lui dire, voilà, là, il va falloir calculer 35 sur 100 multiplié par ce que tu trouves dans la case B1. D'accord? Ça va donc faire la chose suivante. Je mets ici. Je commence par égal. Le égal, ça signifie vas-y, ce qui suit, c'est une formule, il faut le calculer. D'accord? Parce que regardez, je vais prendre une case à part ici. D'accord? Donc déjà, je vais effacer tout ça. Je vais prendre une case toute seule, juste pour vous montrer la chose. Si ici, je tape 2 plus 2, qu'est-ce qu'il écrit? 2 plus 2. Par contre, si je écris égal 2 plus 2, qu'est-ce qu'il écrit? 4. D'accord? Lorsque je mets le égal avant, ça veut dire, vas-y, ce qui suit, il faut le calculer. Alors que si je ne mets pas le égal, il me dit, voilà, ce qui suit, ben, il faut l'afficher. Donc si j'écris 2 plus 2, il écrit 2 plus 2. Et si j'écris égal 2 plus 2, il calcule 2 plus 2 et il affiche le résultat. Vous voyez la différence qu'il y a entre les deux? Très importante cette différence. Donc ici, évidemment, puisque je vais faire ce calcul, je fais égal. Alors c'est égal quoi? C'était 35 sur 100. Bon, le tableur, il n'a pas les fractions. Hein. Donc 35 sur 100, c'est quoi? C'est le résultat de 35 divisé par 100. Donc on va lui écrire 35 divisé par 100. Sauf que lui, il n'a pas non plus le signe divisé comme ça. Son signe divisé à lui, c'est comme ça. Donc je vais écrire 35, la barre oblique, 100. Ça voudra dire 35 sur 100. 35 sur 100. Après, il faut lui écrire multiplié par B1. Sauf que lui, le signe multiplié, il ne connaît pas non plus. Son signe multiplié à lui, c'est une étoile, comme ceci. Donc je vais donc écrire multiplié, comme c'est étoile, et après j'écris B1. Donc je retourne au tableur, et je mets multiplié, c'est l'étoile, B1. Donc j'écris B1. Et là, regardez, il me calcule directement le résultat. Alors vous me direz, bon, enfin 35, franchement, je savais le faire. Oui, mais le gros avantage d'un tableur, c'est que si maintenant je change le prix de la chaussure au départ, elle ne vaut plus 100 euros, mais elle vaut, allez, 256 euros, eh bien, directement, il me recalcule la réduction. Et ça, quel que soit le nombre que je mets, il me recalcule automatiquement la réduction. Et j'ai plus rien à faire. Il me recalcule à chaque fois la réduction. Bon, je remets 100 pour l'exercice. D'accord? Alors, il faut faire quoi après? Il faut faire nouveau prix en euros. Ça va être quoi le nouveau prix? Le nouveau prix,
Donc là, il est apparu 35, d'accord? Ça va être quoi le nouveau prix? Le nouveau prix, c'est quoi? C'est l'ancien prix. Il était où l'ancien prix? Il était en B1, moins la remise. Et elle est où la remise? Elle est dans cette cellule-là. Elle s'appelle comment cette cellule-là? Elle s'appelle B2. Donc, pour faire la remise, le nouveau prix plutôt, c'est B1 moins B2. Donc, dans le tableur, je vais tout simplement écrire égal B1 moins B2. Et je valide. 65. Et bien sûr, il est toujours pareil. Si je change le prix de départ, je ne mets pas 100, mais annuler. Si je change le prix de départ, je mets 5654. Eh bien, ça me fait 1978,9 de réduction, ce qui fait donc 3675,1,10 évidemment, de nouveau prix. D'accord? Et ça se calcule tout seul. C'est ça qui est très très pratique. Dans le tableur, les choses se calculent toutes seules. D'accord? Allez, maintenant qu'on vous a expliqué comment faire pour le B, vous allez faire pour le C, la colonne C. C'est la même chose, hein? On a une réduction de 35% sur ce nouvel article qui donc n'est plus une chaussure, mais qui est une chemise à 55 €. Allez-y les enfants, faites la même chose pour la colonne C. Et vous revenez après la pause. Alors, vous avez réussi pour faire la colonne C? Bien regardez, qu'avez-vous fait? Vous êtes parti de la même chose et vous avez bien compris que la remise est 35% du prix, c'est-à-dire qu'en fait, on fait exactement la même chose que tout à l'heure. Sauf que c'est plus B1, c'est C1. Donc, tout simplement, à la place, vous allez faire exactement la même chose, mais à la place d'écrire B1, vous allez écrire C1. Donc ici, vous allez écrire égal 35 divisé par 100 multiplié par C1. Et ça vous fait la réduction. Et pour le nouveau prix, vous avez dit que c'est pareil. Hein? Le nouveau prix, c'est quoi? C'est l'ancien prix C1 moins la remise qui sera en C2. Donc, ce sera C1 moins C2. Donc, vous allez faire ici C1, non, égal bien sûr, C1 moins C2. Et vous obtenez le nouveau prix. D'accord? Alors, c'est bien de faire ça, c'est juste. Mais ce n'est pas l'idéal. En effet, si on a compris maintenant, il va falloir faire pareil pour la colonne D, pareil pour la colonne E. Et imaginons que, parce que c'est quand même marqué ici, hein, dans l'énoncé, que c'est valable sur tout le magasin. Ça veut dire qu'il faudrait faire la même chose pour tous les articles du magasin. Ce qui va faire beaucoup. D'accord? Alors, comment on va éviter de remplir toutes ces formules toutes ces fois? Ben, regardez, je vais tout simplement effacer celle-ci. J'efface totalement ces formules-là. Je repars à 0. D'accord? Enfin, repars à 0. J'ai fait la colonne B. Hein. J'ai fait mon premier travail ici. Bien, regardez. Il va me suffire de sélectionner la première colonne, la première ligne, enfin, cette case-là pour commencer. On pourra faire encore plus simple plus tard, mais commençons pour l'instant par des choses faciles. Je sélectionne cette cellule-là et vous remarquez ici en bas à droite, d'accord, là du coup avec la lumière vous ne la voyez plus mais je vais l'enlever, et vous voyez un tout petit carré noir, d'accord, un tout petit carré noir. Eh bien il va falloir prendre la souris, cliquer sur ce petit carré noir, laisser appuyer bien sûr, clic gauche, hein, vous laissez appuyer et vous bougez la souris. Ah ben j'ai raté, vous voyez, il ne s'est pas bien pris, voilà. Oh, il ne va pas se prendre lui? Pourquoi il ne va pas se prendre son nouille? À cause du zoom peut-être? Oui, ça. À cause du zoom, il était moins accessible apparemment. Alors, donc je vais dézoomer, comme ça, parce qu'en fait en dézoomant, vu que la taille du petit carré noir reste la même, eh bien, en proportion, elle est plus grande. Et donc, du coup, il a plus de facilité à la récupérer. Enfin, même pas, il a du mal à l'attraper ce coup-ci aujourd'hui. Voilà, ça y est, j'ai réussi à l'attraper. Et oui, et donc une fois que j'ai l'attrapé, je la déplace. Et vous voyez ces petites cases violettes qui s'affichent. Eh bien, une fois que j'ai les cases violettes jusqu'au E, je lâche la souris. Et j'arrive ici. Alors, je remets du zoom.
pour voir ce qui s'est passé. D'accord? Je vois des formules, des nombres qui sont apparus ici. Je vais regarder les formules. Formule ici, alors la formule on la voit en tout petit, tout en haut ici. Ou alors si je double-clique sur la case, ça va faire apparaître. D'accord? Il faudra faire attention à ce moment-là pour de ne pas cliquer ailleurs sans avoir validé à nouveau la formule. Je vois qu'il y a marqué 35 sur 100 fois C1. Je valide. Je fais pareil pour celle-ci. 35 sur 100 fois D1. Je valide. 35 sur 100 fois E1. En fait, le tableur a compris ce que je voulais faire. Il a compris que je voulais faire la même chose en remplaçant juste B1 par C1, par D1 et par E1. Alors, comment est-ce qu'il a compris? Ben, simplement parce que la première formule, quand il y a marqué B1, lui, il a compris que B1, ça voulait dire la case qui est juste au-dessus. D'accord? La case qui est juste au-dessus. Du coup, lorsqu'il a fait cette formule ici, il a dit, ben, je vais faire 35 sur 100 multiplié par la case juste au-dessus. Et la case juste au-dessus, c'est C1. Quand il a fait pour la colonne D, il a dit, je fais 35 sur 100 fois la case juste au-dessus. La case juste au-dessus, c'est D1. Donc, il a fait fois D1. Et pareil pour le dernier, il a fait 35 sur 100 fois la case juste au-dessus. Et la case juste au-dessus, c'est E1. Donc, il a écrit E1. D'accord? Dernière ligne. Nouveau prix. C'est quoi la formule? C'est B1 moins B2. Alors, pour lui, ça veut dire quoi B1 moins B2? Ça veut dire deux cases au-dessus moins la case juste au-dessus. Et c'est ce que je veux faire après. Pour la colonne C, je veux bien faire 55 moins 19,25. Je veux bien faire deux cases au-dessus moins la case juste au-dessus. Pareil pour D, pareil pour E. Donc, je vais simplement faire pareil. Je vais récupérer ça. Je vais récupérer mon petit point noir. J'espère que ceci va être plus facile à attraper. Ben, pas tant que ça. Donc, je réduis le zoom encore pour l'attraper plus facilement. Voilà. Et je le récupère ici. Je lâche tout. Je remets le zoom pour qu'on puisse bien voir les choses. Et regardez ici. Il m'a mis C1 moins C2. Deux cases au-dessus, moins la case juste au-dessus. Pour D, il m'a mis deux cases au-dessus, moins la case juste au-dessus. Juste au-dessus. D1 moins D2. Et pour E, encore une fois, deux cases au-dessus, moins la case juste au-dessus. E1 moins E2. Et ainsi, j'ai pu facilement, j'ai rentré la formule qu'une seule fois. Celle-ci, je l'ai rentrée qu'une seule fois pour ces chaussures. Celle-ci, je l'ai rentrée qu'une seule fois, c'est pour les chaussures. Et après, j'ai tiré. Et tout s'est fait facilement pour tous les autres produits. Du coup, si j'avais non pas seulement 4 produits, mais bien plus de produits, j'aurais rempli évidemment toutes les cases ici avec les prix des autres produits. Et lorsque j'aurai fait mon déplacement, que j'ai du mal à faire aujourd'hui, hein, avec mon petit truc noir ici, voilà, eh bien, j'aurais pu aller tout simplement beaucoup plus loin et aller jusqu'au dernier article que j'aurais pu écrire. J'aurais pu ainsi faire ici n'importe quel article du magasin et sans avoir à réécrire la formule. La formule, je l'écris qu'une seule fois et après, je tire la cellule pour copier le contenu pour tous les autres articles. D'accord? Voilà, donc vous allez faire ça aussi, hein, ce que j'ai fait en essayant de tirer la petite case noire. J'espère que vous aurez facilité. Ce n'est pas facile à la tablette parce que vous n'avez pas la souris, vous avez juste le pavé tactile. Et c'est pas évident, c'est encore plus difficile à faire ça lorsqu'on est seulement au pavé tactile. C'est faisable, hein. Il faut donc faire le clic avec la partie gauche, en bas à gauche du pavé tactile, et en même temps, avec notre doigt, essayer de bouger. C'est pas facile au pavé tactile. Si vous avez une vraie souris, c'est beaucoup plus simple, à part pour moi aujourd'hui où il y avait quelques petits problèmes techniques. Enfin, c'est pas grave. D'accord? Voilà, donc on a donc réussi à faire ceci. Oui, parce qu'on a quand même répondu à la question qui était complète le tableau pour déterminer le prix que Maryse va payer en caisse pour chacun de ses articles. C'est exactement ce qu'on a fait ici. On a rempli le tableau et on sait que pour maintenant son pantalon, elle ne paiera plus que 46,02 €. Pour son écharpe, 17,55 €. Pour sa chemise, 35,75 € et pour ses chaussures,
seulement 65. Et bien voilà les enfants, voilà qui clôture notre chapitre sur la proportionnalité. On va travailler bien tout ça, car on va s'en servir encore beaucoup, 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 beaucoup les années qui vont venir. Travaillez bien également le tableur, car ça aussi, vous allez beaucoup vous en servir. Alors les enfants, je vous dis au revoir, et puis bonne journée à tous, à très vite, ciao ciao.